La respiration est-elle centrale à l'entraînement? Aujourd'hui, on va en parler un petit peu là dans ce quart d'heure neuro. C'est très intéressant parce que on entend quand même de plus en plus parler de la respiration, de la place de la respiration, souvent avec des techniques qui sont à la mode. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des différentes techniques qui existent et de ce qu'on pourrait mettre en place à l'entraînement par rapport à ce que tu fais surtout? Alors, je ne sais pas quelles techniques sont connues par les auditeurs, mais Bon, souvent, effectivement, t'as il y a beaucoup de choses. les Wim Hof, les Oxygen euh, Advantage, oxygène, ouais, tout à fait. ben, je pense que c'est quelque chose de central et que c'est quelque chose à travailler, à mettre en place avec les sportifs et même tout un chacun. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si faudrait qu'on fasse des stats sur la capacité à bien respirer des gens. Donc pour ça prendrait du testing. Donc les tests sur la capacité de respi, alors on va parler plutôt de mécanique. Ils sont assez simples à mettre en place. Il y en a trois, quatre qu'on montre avec le mastermind. Mais en gros, il faudrait faire une sorte de check-up pour savoir si les gens déjà savent respirer. Du peu qu'on puisse voir, il n'y en a pas beaucoup qui savent bien respirer. Euh, et pour répondre à est-ce que c'est central, ben ouais, la respi, c'est quand même les échanges gazeux. C'est une source quand même très très importante et constante de stimulation sensorielle. Il y a des inputs mécanorécepteurs, si on peut dire, au niveau de la partie thoracique qui sont énormes. Donc c'est 25 000, on va dire, à peu près respirations par jour. On va travailler sur la tolérance à la charge de la cage thoracique. Ça va nous permettre de la variabilité de mouvement. Il y a un impact de la respiration sur le centre du corps au complet. Et ça a un lien très ténu avec le vernis, qui est une des parties du cervelet, qui est très importante, rien que par le céphalocaudal proximo-distal. Donc, on vient chercher à travailler d'abord le centre avant les extrémités. Donc, stabiliser le centre avant même de penser à la coordination des extrémités, qui est réalisée en partie grâce au cervelet. Et voilà, donc du coup, la respi, c'est un système, et c'est un système qui doit être évalué et entraîné chez tous les sportifs. Comment tu fais pour évaluer, toi, chez les sportifs, les problématiques potentielles de respiration? Il y a du testing au départ, donc il y en a peut-être qui connaissent tout ce qui est le BOL test, le test de tolérance au CO2, toutes ces choses-là. C'est très bien, c'est à réaliser, ils sont facilement trouvables, tous ces tests-là. Moi, j'aime bien commencer par un test de l'angle infrasternal. Donc, c'est tout simplement un test où on vient regarder l'angle infrasternal, donc sous le sternum. Un angle de moins de 90 degrés, on va parler de stratégie, on va parler de stratégie plutôt en expiration. Un angle de plus de 90 degrés, stratégie en inspiration. Donc l'idée, elle est simplement plus de 90 degrés, tu vas être plutôt du côté expiration. Inspiration, moins de 90 degrés, plutôt du côté inspiration. Et on va chercher à travailler sur le spectre complet, inspiration, expiration. Et en fait, après, derrière, on va faire du testing plutôt mécanique sur la capacité respiratoire. Donc, le testing mécanique, il est simple. Il y a un premier test qui se fait debout. On doit voir que sur l'inspiration, la personne part vers l'arrière, sur l'expi vers l'avant. Ensuite, il y a un test dans le plan sagittal où, où en fait, on va regarder la courbe que fait le dos sur un demi-slump et de manière à chasser les points un peu plats, si on peut dire, et aller retravailler dessus pour avoir une capacité d'expansion à 360 degrés de la cage thoracique en très raccourci, si on peut dire. Et ensuite, on a un test dans le plan frontal, juste pour voir les différences droite-gauche sur la capacité inspiratoire, expiratoire et la capacité de mouvement droite-gauche. Et comme on l'a dit, en fait, ça amène énormément, c'est un pourvoyeur énorme d'informations proprioceptives au travers des mécanorécepteurs au niveau du centre du corps. Et de fait, c'est essentiel d'avoir une mécanique respiratoire qui soit la plus optimisée possible, de manière à rien que au travers des 25 000 respirations qu'on va faire tous les jours, les informations qui remontent soient le plus optimisées possible pour aller ouvrir sur la suite dans un second temps. Ok, super intéressant. Moi, comment je l'observe? Euh, Déjà, tu sais, dans les bilans.
Je regarde par rapport au réflexe archaïque. Tu sais, je regarde le Mhm, réflexe de peur paralysante, le réflexe de Moro, s'ils sont encore actifs ou pas. Parce que ce sont des réflexes qui sont vraiment en lien avec la respiration. Ensuite, je regarde aussi avec le réflexe tonique labyrinthique. Parce que le réflexe tonique mhm. labyrinthique, bah, il s'occupe aussi de l'axe avec son rapport avec le vermis, comme tu en parlais justement tout à l'heure, là, tu sais, le cervelet. Donc voilà, c'est principalement ces trois réflexes qui vont m'indiquer est-ce que je vais avoir des problématiques ou pas de respiration. Et alors pourquoi? Parce que le RPP, bah, tu sais, ça va être le figement. Je me Mhm. pétrifie, je vais bloquer ma respiration. Et le Le réflexe de Moro, freeze. comment? Le freeze. Freeze, yes. Yeah. Et donc le réflexe de Moro, qui lui est la première respiration de l'enfant quand il naît. Donc il va permettre de Mhm, prendre la respiration. Et souvent, on remarque que les gens stressés, qui vont être potentiellement actifs au niveau du Moro ou du RPP, bah, ils ont des difficultés de respiration. Tu vois, ils ont des mhm. respirations qui sont peu amples, euh, ils ont des fois des blocages respiratoires, ils ne savent plus respirer. Et donc on fait cette corrélation entre bah, ce stress, cette mauvaise respiration et ces réflexes archaïques, et j'essaie de les remettre en mouvement là-dedans, et aussi de passer bah, forcément par les exercices de coordination de respiration, comme on peut voir sur la BRNP, quoi. Ouais, et après, derrière, je pense que tu mets beaucoup de travail sur la respiration carrée, la boîte ou des choses comme ça. Ou même de la Moi, marche afghane. Ou... je commence même déjà tout simplement par de la cohérence cardiaque, tu sais, que les gens ils apprennent à Mhm, respirer correctement, qu'ils le conscientisent, tu sais, les différents étages, un peu comme on avait vu avec mhm, Pierre Dufraisse, tu sais, quand il avait fait sa mhm, formation. Moi, j'aime bien revenir travailler qui conscientise les différents étages, comment la respiration doit prendre place. Euh, et je leur donne souvent aux gens quand je les suis, ils ont tous les soirs un exercice de relaxation. Et ouais, dans les premiers temps, c'est euh, réapprendre c'est savoir bien respirer, tu vois, la thématique mhm. de la relaxation que je leur donne de manière quotidienne. Donc tous les jours, oui, ils doivent faire cette relaxation dans Ok, les premières semaines. intéressant. Ouais. Moi, je sais que moi, il y a un truc que j'aime énormément faire, c'est la marche afghane. Mais ça a plus un lien dans un second temps. Une fois que tu sais bien respirer, Mm. ça va avoir un lien avec le bol test, la tolérance au CO2, CO2 TT, etc. là. Et en fait, c'est très intéressant à mettre en place comme pratique introspective, si on peut dire. Donc, je sais pas si les gens connaissent la marche afghane. Pareil, ça vient de Pierre Dufraisse, Vérisme TV. Ouais, quoi, à mettre en lien en fait avec sur des pages inspire, sur des pages retiens ma respiration, sur des Mm, pages expire. Et Pierre nous l'avait fait travailler lui en pyramide. mm, Euh, donc voilà, en fonction du test à réaliser et de l'exercice à mettre en place. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement bah, quand je promène mon chien, donc 2 fois par jour. mhm, Il y a une phase dans ma promenade j'essaie vraiment de me concentrer là-dessus. mm. Et aussi autre Ben, chose, aussi que je fais aussi beaucoup de, ah mince, comment s'appelle ton exercice respiratoire c'est de l'apnée. EVO, L'apnée, ouais. PEO, Euh, PEO. ouais. Ça stimule la production de PO. Mais en gros, c'est Ouais. du travail en apnée, poumon vide. Ça Mm. se fait très bien. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'apnée poumon vide, en réalisant des gestes cycliques, euh, l'idée, elle est toute simple, c'est qu'on sait que ça joue sur le thalamus. Et que le thalamus, c'est un peu le standardiste des informations sensorielles qui remontent. Et c'est le standardiste entre le sous-cortical et le cortical. Et on sait que l'apnée poumon vide, donc apnée poumon vide et gestes cycliques, par exemple, j'ai plus d'air, je bloque et je réalise des squats, va me permettre de travailler d'une certaine manière sur le thalamus. Et c'est ce qu'on appelle les intégrations thalamiques. Il y en a d'autres qui appellent ça les débalancements interhémisphériques, mais en réalité, c'est des intégrations thalamiques. Et ça, c'est une manière d'aller jouer d'un point de vue thalamique qui est très puissant pour Mm. avoir des régulations immédiates au niveau du thalamus. Yes. Donc, on en revient à l'aspect central. Si vous connaissez un peu le job du thalamus et tout ce que ça implique, bah, on en revient à la respiration peut être centrale pour tout un chacun, en fait. Ouais, dans l'entraînement, clairement. Mm, C'est marrant parce on en discutait aussi il y a un an là quand on était au Canada avec Paul Gagné, qui utilise aussi beaucoup mm, ce genre de stimulation.
avec des résultats aussi intéressants. Donc voilà, des choses, des pistes à creuser encore en Là, termes de respiration. ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça a été mis en avant. Vous pouvez regarder les travaux de thèse de Charlie Fornacier-Santos, qui a travaillé sur des répétitions de sprint en apnée poumon vide et les gains que ça pouvait avoir sur la capacité de répétition d'effort en Hmm. sprint sur 40 mètres. C'est assez notable. Et ce qui fait qu'on utilise énormément ces choses-là, en tout cas quand je travaillais dans le football, on utilisait énormément ces choses-là. Et Paul Gagné est quelqu'un qui utilise énormément ça sur la glace directement avec les hockeyeurs et tous les autres athlètes qu'il a. Donc sur de la capacité de répétition d'efforts explosifs, intenses, en apnée poumon vide, pour diverses raisons qui sortent un peu du cadre de ce podcast-là, où on parle juste de l'importance de la respiration. Et on a progressivement creusé. Mais ouais, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et avec de très, 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 très bons résultats sur le terrain sur Yes. des paramètres qui sont essentiels pour le sportif. Voilà. Complètement. Donc voilà, ben, ça vous donne, j'espère, quelques pistes à aller creuser, que ce soit en termes de respiration, mais aussi le lien qu'on peut retrouver avec les réflexes archaïques et les difficultés respiratoires. Et donc, n'hésitez pas à tester les différents protocoles dont vous a parlé Romain, et puis à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça serait toujours cool d'avoir des retours de votre part. Donc, merci Salut tout le beaucoup. monde! À bientôt.